Alors, nous recevons aujourd'hui Nicolas Metzdorf, député de la 2e circonscription. Nicolas Metzdorf, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on commence par le sujet d'actualité, à savoir le bilan de votre première année de députation. Alors, globalement, quand on est député, est-ce qu'on a vraiment la possibilité d'agir pour la Nouvelle-Calédonie, compte tenu de notre très large autonomie ? On agit sur les compétences qui sont celles de l'État en Nouvelle-Calédonie, la justice, l'armée, la police, voilà, les compétences régaliennes, la diplomatie. C'est pour ça que je suis à la Commission des Affaires étrangères d'ailleurs. Et puis on intervient aussi sur le dossier politique qui est l'avenir institutionnel. Mais c'est vrai qu'il y a des débats qui ne nous concernent pas. Quand on parle d'environnement, quand on parle de sécurité sociale, typiquement la réforme des retraites, à part pour les fonctionnaires d'État en Nouvelle-Calédonie, ça ne concerne pas le Caillou. Donc on est sur un champ restreint, mais ça nous offre quand même la possibilité du coup d'être très efficace dans ce champ-là. Puisque lorsqu'on est député, on va dire, de France hexagonale, de France métropolitaine, on doit être bon sur tous les sujets et les gérer de manière collective. Nous, on sait qu'on a les compétences régaliennes et le dossier institutionnel et on s'y tient. Et globalement, cette première année, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous avez pu mener à bien les différents projets que vous aviez, en tout cas pour la Calédonie? Oui, je pense que moi, j'en ressors un grand point positif sur le plan qualitatif, puisque c'est quand même ma première législature, c'est la première fois que je suis un élu national. Et donc l'intégration au sein de l'Assemblée et du groupe majoritaire était importante et elle est réussie. Je fais partie du bureau du groupe Renaissance, très intégré avec les responsables de groupe comme Aurore Berger, comme Guillaume Casbarian, comme Eric Worth, etc. Donc vraiment une intégration au sein du dispositif national important, une bonne écoute aussi du gouvernement, des ministres qui comptent comme Gabriel Attal, Gérald Darmanin bien sûr, Bruno Le Maire également. Donc on peut dire que le rôle d'ambassadeur pour la Nouvelle-Calédonie que doit avoir un député calédonien est réussi. Après, sur le plan quantitatif, bien sûr, on peut revenir sur tout ce qui a été obtenu, le prolongement de la défiscalisation, les aides pour la culture, les aides pour l'agriculture. Mais je crois que le plus important, c'est que cette première année est globalement positive. Alors, il vous reste quand même pas mal de choses à accomplir. C'est quoi les projets là, pour la fin de la mandature ? Un projet qui me tient à cœur, c'est le lancement de la construction d'une nouvelle prison dans le Grand Nouméa, puisqu'aujourd'hui, comme j'aime à le rappeler, il y a 400 places au coin Est, il y a 650 détenus, il y en a 200 qui attendent dehors en exécution de peine, et il y en a déjà 100 qui ont rempli la prison du Nord. Donc, si on ne fait pas une nouvelle prison dans le Grand Nouméa, on risque de laisser des délinquants en dehors aussi du système, enfin du système carcéral. Il y a la question de la transformation du prêt en subvention pour la Nouvelle-Calédonie qui dépend malheureusement des discussions sur l'avenir institutionnel et d'autres sujets qui viendront au fur et à mesure. Typiquement, dans 15 jours, on va étudier le projet de loi de Bruno Le Maire sur l'industrie verte. Donc c'est le renforcement de l'industrie, de la souveraineté industrielle française, mais lié à la transformation et à la transition énergétique également. Donc je crois que ça concerne la Nouvelle-Calédonie sur le nickel. C'est-à-dire, disons que l'État va mettre en place des aides pour les industries françaises lorsqu'elles voudront passer à une énergie décarbonée. Et on est en plein dedans sur le nickel calédonien, puisqu'on est en train de passer de l'énergie au fuel pour nos usines à l'énergie photovoltaïque. Il y a toujours la question du coût de l'énergie qui est trop élevé en Nouvelle-Calédonie, qu'elle soit au fuel ou qu'elle soit renouvelable. Et donc le soutien de l'État sur ce sujet va être primordial pour rendre nos usines compétitives parce qu'elles ne le sont pas aujourd'hui. Alors, autre sujet, vous avez beaucoup parlé cette année de votre volonté de transformer les différents prêts qui ont été consentis à la Calédonie en subvention. On en est où de ce sujet-là? Alors l'État le connaît, l'État le maîtrise, ils en tiennent les tenants et les aboutissants, mais l'État nous dit que tant qu'on n'a pas réglé notre problème politique, ils ne régleront pas notre problème budgétaire. Louis Mapou est allé chercher 13 milliards il y a un mois au gouvernement central et il ne les a pas eus. Tout comme nous n'avons pas obtenu la transformation du prêt en subvention parce que justement l'État dit maintenant je vais payer sur résultat, c'est-à-dire que je finance ce qui relève de mes compétences en Nouvelle-Calédonie. Par contre, les aides exceptionnelles pour vous aider à vous en sortir, ça, il va falloir nous montrer que vous êtes capable de vous mettre d'accord entre vous sur un nouveau statut d'abord. On a quand même touché 36 milliards là, dans les dernières annonces de Gérald Darmanin. Alors plus sur la transition énergétique. Ah non, mais alors, il faut faire attention sur les 36 milliards de Gérald Darmanin. Ça, c'est ce qui est prévu dans le cadre des contrats de développement. Des contrats de développement. Donc, c'est normal parce qu'on est français, en fait. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie française, elle a le droit à ces 36 milliards. Ce n'est pas de l'aide exceptionnelle. C'est de l'aide qu'on a de manière récurrente. C'est ce qu'on appelle les contrats de développement. Ça fait 200 ans que ça marche comme ça.
nos communes fonctionnent avec ça, nos provinces fonctionnent avec ça, notre gouvernement fonctionne avec ça. Donc, ce n'est pas de l'aide exceptionnelle. Ce que demande Louis Mapou, les 13 milliards, est-ce que nous demandons la transformation des pré-Covid en subvention? C'est vraiment de l'ajout par rapport à ces 36 milliards, c'est vraiment de l'exceptionnel parce que ça concerne nos propres compétences. Et ça, l'État dit non, je m'en tiens aux 36 milliards que je vous dois. Alors, autre question, vous êtes député de la 2e circonscription, siège à vos côtés Dunoyer aussi, Philippe Dunoyer pour la première. Quelles ont été vos relations cette année? Est-ce que vous travaillez ensemble sur certains dossiers? Avec Philippe, elles sont cordiales et respectueuses. On n'est pas branchés sur le même canal en Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez. Et puis, même au niveau national, on a nos différences. Philippe Dunoyer est un peu plus à gauche que moi. Je suis plutôt sur l'aile droite de la majorité présidentielle. Philippe Dunoyer est plutôt progressiste à gauche. Après, on est 2 Calédoniens sur 577, donc on a plutôt intérêt à travailler en bonne intelligence et c'est ce qu'on fait jusqu'ici. J'ai encore rendez-vous avec lui la semaine prochaine à Bercy, enfin au ministère des Finances. Donc, on arrive à mettre de côté nos différents politiques et puis humainement, ça va, ça passe bien. Donc voilà, on est professionnels. Alors, vous aviez bâti une confédération qui s'appelait Ensemble, la Confédération des partis loyalistes, qui réunissait, je rappelle, Génération NC, mais aussi les Républicains calédoniens, Calédonie Ensemble, et le mouvement populaire calédonien. Aujourd'hui, ça, c'est fini, mort. Calédonie Ensemble l'a torpillé, voilà, allègrement. Hein. Ils se sont fait élire avec les voix des loyalistes, et puis ensuite, ils ont quitté la barque. Donc, c'est regrettable. Je pense que Philippe Gomez est derrière tout ça, plus que Philippe Dunoyer d'ailleurs. C'est regrettable parce que l'idée, c'était de bâtir une vraie force liée à la majorité présidentielle en Nouvelle-Calédonie. Comme d'habitude, Philippe Gomez a voulu jouer solo. On le regrette. Maintenant, on est passé à autre chose. Hein, et puis, on sait désormais qu'on ne peut pas fonctionner avec eux sur des stratégies politiques de fond. Ok. Vous avez annoncé ce matin avoir déposé une proposition de loi nationale transpartisane avec LR pour créer une alternative de peine supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage à ce sujet? Oui, c'est une promesse de campagne. En gros, ce qu'on va proposer sur le plan national, parce que c'est une proposition de loi qui concerne l'ensemble de la nation française, donc l'Hexagone plus les Outre-mer, c'est de dire que pour un délit mineur, un jeune délinquant peut choisir entre la prison et le service militaire. Et ça sera au juge de prononcer s'il a la possibilité de choisir ou pas. Mais je crois que c'est important dans la mesure où parfois, et on le voit en Nouvelle-Calédonie, la prison c'est bien parce que ça protège les honnêtes citoyens des délinquants. Par contre, ça ne règle pas le problème du délinquant. C'est-à-dire que dès qu'il ressort, et on le voit avec Saint-Louis, il se remet à faire des bêtises. Donc l'idée c'est de dire que le service militaire va pouvoir lui ramener une autorité entre le bien et le mal. Enfin, il va inculquer à ce jeune finalement le b.a.-ba de la vie en société, ce qu'il a perdu, parce qu'il n'y a plus d'autorité religieuse, parentale, coutumière, même scolaire. Et donc il n'y a que le service militaire qui peut redonner ça pour la jeunesse française, et notamment ultramarine, et notamment calédonienne. Donc je suis content de voir qu'on a réussi à se mettre d'accord avec les LR, parce que bien évidemment, pour que le texte se passe, il faut une majorité, et la majorité se fait avec les LR. Alors, on en a fini pour le chapitre sur votre première année de députation. On passe maintenant un peu à ce retour sur la visite de Gérald Darmanin la semaine dernière. Je voulais notamment revenir sur le corps électoral provincial. Le dégel est-il en bonne voie, selon vous? Est-ce qu'il faudra passer en force ou ça a l'air de se régler? Si on écoute Rocco Miton, on va passer en force. Si on écoute Jean-Pierre Jailloué, on va trouver un accord. Donc, c'est toujours pareil. Le Palika est solide sur ses bases, c'est-à-dire que le Palika, on n'est pas d'accord, bien évidemment, mais l'avantage du Palika, c'est qu'il dit la même chose dehors que ce qu'il dit dedans. Lucé, il se met d'accord dedans, et puis après, dehors, il va tenir un discours encore plus méchant qu'auparavant. Donc, je ne sais pas comment ça va aboutir. Ce qui est sûr, c'est que Gérald Darmanin a dit que s'il n'est pas d'accord entre Calédoniens, il allait passer en force, bien évidemment, et on a fait en sorte que nous ayons la majorité pour ce faire. Après, l'idée, c'est quand même de trouver un accord là-dessus. Alors, le dégel, c'est bien. Reste la question du nombre d'années qu'il faut pour intégrer le corps électoral. Nous, on est toujours opposés aux 10 ans, qu'on considère beaucoup trop loin, même si ça avait été l'équilibre qui avait été trouvé en 98 à la base, c'était parce que c'était un accord transitoire. Là, le dégel du corps électoral, ça sera normalement dans le cadre d'un statut définitif de la Nouvelle-Calédonie. Donc 10 ans, c'est quand même très long. Nous, les non-indépendantistes, les loyalistes, on avait proposé 3. Qu'est-ce qui serait acceptable selon vous?
Je ne vais pas contredire Gérald Darmanin, donc on va dire qu'on peut aller jusqu'à 7. Donc pour vous, si c'était ça, ce serait un échec. Ça n'a pas l'air d'être forcément l'avis de tous les gens de votre camp. Pas mal de gens disent qu'ils ils ont pas été assez fermes, ils sont en train de lâcher sur ces questions fondamentales. De toute façon, quand il y a un accord, quand il y a consensus, il y a compromis. Donc chacun doit lâcher un peu. Je pense que ça n'a pas été facile pour le Palika d'assumer le fait qu'ils étaient d'accord pour le dégel du corps électoral à 10 ans glissants. Je pense que ça a dû bouger, et ça bouge, je pense, chez eux, dans leurs militants. Je pense que quand même cette balle est pour nous, hein, ce point est pour nous, parce que le dégel du corps électoral, ça c'est quand même pas évident. Alors qu'on se batte encore sur la durée, je l'entends, qu'on essaye de ne pas se faire avoir sur la durée, mais il n'y a pas que la durée, hein, il y a la question aussi des conjoints qu'il faudra intégrer, etc. J'entends, mais globalement le point est pour nous. Il faut regarder la vérité en face. Donc écoutez, nous on va se battre encore pour 3 ans, j'espère qu'on n'arrivera pas à 10. Et puis surtout, la chose dont il faut se méfier dans ce genre de situation, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer sur le corps électoral, parce que plus notre victoire sera grande sur le corps électoral, plus les indépendantistes vont demander une forte compensation à l'État sur d'autres sujets comme l'émancipation, le transfert des compétences, etc. Donc il faut savoir aussi équilibrer sur le package global. Parce que le deal sur la Nouvelle-Calédonie ne se fera pas uniquement sur le corps électoral. Il y aura l'exercice du droit à l'autodétermination, il y a la question de l'émancipation que l'État nous met sur la table. Donc, qu'est-ce quoi? On dégèle à 3 ans pour finalement, de l'autre côté, transférer toutes les compétences. Enfin, c'est pas acceptable non plus. Donc, il faut faire attention à ça. Nous, l'idée, c'est de pousser tous les curseurs au maximum de notre côté. On verra bien où ça atterrit. On vous a connu plus véhément à une époque, vous défendiez une ligne vraiment ferme et assez sans compromission. Non, mais la ligne, elle est toujours ferme. J'explique juste que nous sommes dans une dynamique de négociation. Et comme toute négociation, l'idée, c'est d'être hyper ferme, de défendre au maximum les choses. Et après, on va en atterrir. Moi, je ne peux pas dire aux Calédoniens que c'est le projet loyaliste tel qu'il a été écrit qui sera le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Je mentirais si je disais ça. Par contre, ce que je dis aux Calédoniens, c'est que je pousse à fond le projet loyaliste. Moi, mon objectif, c'est que le statut de la Nouvelle-Calédonie s'en rapproche au maximum. De là à vous dire que ça sera exactement ce qu'on a écrit, parce que c'est ce que nous défendons qui sortira, ça serait un mensonge. Alors justement, sur cette question de statut, de nouveau statut pour la Calédonie, vous allez être obligé, là, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, de faire alliance avec LR, qui, par ailleurs, ne défend pas du tout les mêmes idées que vous. On pense notamment à l'hyperprovincialisation, alors que vous êtes plutôt pour une Calédonie une et indivisible. Comment ça se passe aujourd'hui avec LR? Quel est le projet, finalement, qui va être le leader dans tout ça? Aujourd'hui, je pense que c'est un débat qui risque d'être obsolète dans la mesure où l'État n'a pas envie de toucher les institutions calédoniennes profondément comme nous avons pu le porter, de manière différente, vous l'avez rappelé. Je crois que l'État a un objectif de rationalisation et d'optimisation de notre fonctionnement. Donc on s'oriente plutôt vers une meilleure répartition des compétences entre les institutions présentes que vers la suppression d'un des étages. Donc la question, ça va être de se dire qu'est-ce qui est le plus optimal au gouvernement et qu'est-ce qui est le plus optimal aux provinces. Ça, c'est le travail qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense que ça va se jouer comme ça. Alors peut-être qu'à la fin, la balance penchera côté province ou penchera côté Nouvelle-Calédonie, mais on ne ressortira pas d'ici, si en tout cas ça se passe dans le consensus, vers une suppression des provinces ou vers une suppression de la Nouvelle-Calédonie. Parce que vous preniez, je crois me souvenir, un pouvoir centralisé assez fort, hein, Oui. avec un congrès et un gouvernement majoritaire, mais plus de provinces, en fait, qui étaient, selon vous, source de division. Hein. Oui, ben nous, on était dans une logique avec Génération NC de supprimer les provinces parce qu'aujourd'hui, 270 000 habitants et 4 super institutions, c'est beaucoup trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lève les impôts tous les ans, parce qu'il faut payer tout ça. On a 2 fois plus de salariés de la fonction publique qu'à Tahiti. À Tahiti, ils ont juste un gouvernement et des communes, hein, ils n'ont pas de province. Les provinces ont été créées pour séparer le pouvoir entre indépendantistes et non indépendantistes. Si on part du principe qu'on est dans le cadre d'un statut définitif et que à terme, il n'y a plus de débat entre indépendantistes et non indépendantistes, les provinces n'ont plus lieu d'être. Mais j'ai l'impression que ce débat est encore un petit peu... Tôt. Ouais, est un peu tôt. Disons que c'est un idéal qu'on garde toujours au fond de nous, bien évidemment, mais qui aujourd'hui ne semble pas correspondre à la réalité politique, puisque, à part Génération NC, l'ensemble des partenaires politiques ont refusé de supprimer les provinces. On s'oriente vers un statu quo amélioré, j'ai l'impression.
Alors, en parlant justement de ces questions de clivage, hein, de binarité oui-non, le fait que l'exercice du droit à l'autodétermination ait été reporté à 2 ou 3 générations, vous le voyez quand même plutôt comme quelque chose de positif ou on continue finalement d'avoir cette épée de Damoclès sur la tête? Nous, on n'est pas demandeur de l'exercice du droit à l'autodétermination. Et on a dit que si l'État nous imposait à traiter ce sujet, on ne voudrait pas de référendum avant une génération. C'est-à-dire pas la possibilité de déclencher un référendum avant une génération, ce qui fait 25 ans. Gérald Darmanin était plus loin, il a dit 2. Donc ça fait 50 ans. 50 ans sans référendum. Et au bout de 50 ans, on peut discuter l'éventualité de peut-être en faire un qui ne serait pas binaire. Bon, on préférait qu'il n'y ait rien, mais quitte à avoir quelque chose, ça nous semble quand même assez correct et aller dans le sens des non-indépendantistes. Dernière question, là on regarde un peu plus loin, à l'échéance provinciale. Est-ce que vous avez déjà prévu de vous positionner d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous ferez Cavelier seul? Ou est-ce que vous pourriez rejoindre une liste commune, éventuellement avec le Rassemblement, le MPC, les Républicains calédoniens? Nous, Génération NC, on a un ancrage qui est local. On s'est bâti sur les élections municipales, donc on tient à cet ancrage local. Sur les questions plus pays, on a toujours eu un ADN unitaire. Depuis le début, les législatives, les sénatoriales. Donc je pense que c'est ce qui va nous guider sur les prochaines provinciales. Alors, sauf catastrophe, et puis Sonia Baquès qui deviendrait indépendantiste entre-temps, bon, ben là on jouerait notre propre carte, mais normalement on partirait pour une liste unitaire, et je tiens à rappeler qu'elle est encore plus importante, la liste unitaire, dans le Nord et les îles qu'en province Sud, puisque déjà il faut plus d'électeurs en province Sud pour faire un élu que dans le Nord et les îles. Donc dans le Nord et les îles, il ne faut pas se louper. Et en plus, on est en minorité. Donc on ne peut pas se permettre la division parce qu'à chaque fois, on perd des élus. Je rappelle que la liste de Gérard Poadja en 2019 aux élections provinciales n'a pas passé la barre pour avoir des élus en province Nord. Donc on a perdu quasiment 3000 voix. 3000 voix qui ont été gaspillées. Et si ces 3000 voix avaient été sur la liste gagnante, on aurait 3 élus de plus au Congrès. Et donc on n'aurait pas eu le problème éveillé océanien qui faisait la balance avec les indépendantistes. Donc nous, on est très attachés parce qu'on a un ADN très calédonien, très broussard à Génération NC, très attaché à ce que la démarche unitaire réussisse dans le Nord et les îles. D'accord. Ouais. Bon, bah parfait. Merci beaucoup pour ces différents éclairages. Merci. Et puis à très bientôt sur NC News. C'était super.